Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un film ni d'un réalisateur, mais d'un monstre. Une hydre à deux têtes qui a semé la ruine et la désolation dans le Hollywood des années 80. Je veux bien sûr parler du duo de producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, à l'origine de ces chefs-d'œuvre absolus que sont Flashdance, Le flic de Beverly Hills, Top Gun, Jour de tonnerre, Bad Boys et The Rock. Avant de parler plus en détail de nos deux compères, il convient d'évoquer l'environnement dans lequel ils sont apparus. Au début des années 80, le nouvel Hollywood, considéré comme l'une des périodes les plus fastes du cinéma américain, vit ses derniers instants. Plusieurs films ultra ambitieux et portés par la vision d'un réalisateur tout-puissant se plantent les uns à la suite des autres. Pour bon nombre de critiques, dont Peter Biskin, auteur du livre définitif sur le nouvel Hollywood, les deux coupables sont Steven Spielberg et George Lucas, qui, avec Les Dents de la Mer et Star Wars, auraient donné au public le goût d'un cinéma de la sensation pure, simpliste et manichéen. Pourtant, quand les deux hommes ont démarché les majors en 1980 pour financer les aventuriers de l'Arche perdue, tous les studios les ont envoyés bouler. Finalement, seule la Paramount acceptera de leur filer les 20 millions de dollars qu'ils réclament, mais après bien des hésitations. Le département marketing du studio fera preuve d'un peu plus de vision et capitalisera à mort sur cette association, synonyme pour le commun des mortels de gros brousouf. Après le triomphe du film, Michael Eisner, président de la Paramount depuis 1976, va pourtant se fendre d'un mémo de 21 pages, Philosophie de l'entreprise, où il explique que malgré les bénéfices de malade engendrés par le film de Spielberg, ce genre de projet doit rester exceptionnel. Fools. Bureaucratic fools. Faisant une analogie avec le baseball, il dit préférer faire des simples et des doubles plutôt que de tenter un home run, certes plus spectaculaire mais aussi plus risqué. Le passage le plus célèbre du mémo montre bien toute l'ambition du bonhomme et la rupture totale avec l'esprit du nouvel Hollywood. Nous ne sommes pas tenus d'écrire l'histoire, nous ne sommes pas tenus de faire de l'art, nous ne sommes pas tenus de transmettre un message. Notre seule obligation est de gagner de l'argent. Est-ce que le prestige compte ? Oui, bien sûr. Pour faire de l'argent, un Oscar peut être utile parce que cela peut se traduire par 10 millions de dollars de recettes supplémentaires au box-office. Pour Eisner, le modèle de production à suivre n'est donc pas Indiana Jones et encore moins Le Parrain. C'est la fièvre du samedi soir. C'est-à-dire un petit film pas cher, vite ficelé, sans star et avec aux commandes un réalisateur docile et économe. Comme John Badham, Michael Eisner et son patron Barry Diller viennent du monde de la télévision. Le rôle central du metteur en scène dans le cinéma des années 70 n'a à leurs yeux rien de naturel. Et les prétentions autorisantes des Coppola, Cimino, Bogdanovich et compagnie ressemblent méchamment à leurs yeux à de dangereux caprices de diva. Pour le bien du business, ils ont donc retiré le pouvoir des mains des réalisateurs pour les confier à des types qui parlaient le même langage qu'eux, celui des chiffres, et pensaient plus aux bénéfices à court terme qu'à la postérité artistique. Des types comme Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Si l'on se fie à sa biographie, Don Simpson était de loin la personnalité la plus fascinante du duo. I knew Don Simpson for approximately 5 years, of which I spent about 6 months around him directly. It was probably the most insane, wicked, and self-destructive time of my life. Une espèce de Caligula moderne portée sur la coke, les putes, le sadomasochisme et les excès en tout genre. And here's a girl, and she's on her hands and her knees. She's got her head into the toilet bowl. She's drinking out of the toilet, and Don's sitting there with a smile, and he's going, "Now that's what I'm talking about." Né en 1943, Simpson a grandi à Anchorage, en Alaska, soit l'endroit des États-Unis le plus éloigné d'Hollywood qu'on puisse imaginer. À la fin des années 80, au fait de sa gloire, il adorait livrer en interview une version complètement romancée de sa jeunesse. Dans une démarche relevant à la fois de la mythomanie et du storytelling, il se dépeignait en bad boy en rébellion contre ses parents accros à la Bible et s'offrant régulièrement des virées nocturnes à bord de voitures volées. I was born and raised in Anchorage, Alaska, third generation, and was, a kid who ran around and did wild and crazy things, and basically lived in the library and stole cars. Mais heureusement pour lui, un vieux flic dur à cuire, ou un prêtre selon les versions, saura le ramener dans le droit chemin juste avant qu'il le bascule dans la vraie délinquance. Cette figure de mentor sévère mais juste reviendra plusieurs fois dans les films supervisés par Simpson. En vérité, il était plutôt le petit gros de service qui n'intéressait pas grand monde et surtout pas les filles. D'où une soif de revanche qui l'animera toute sa vie. Après avoir roulé sa bosse à San Francisco dans une agence de pub et pour le festival du film érotique,
Il débarque à Hollywood en pleine période hippie et devient, signe annonciateur de sa future carrière, responsable du marketing spécialisé dans le public adolescent chez Warner Bros. Il attire même l'attention de Stanley Kubrick, qui aimerait bien le faire bosser rien que pour lui. Mais Simpson refuse l'offre. C'est à cette époque qu'il rencontre Jerry Bruckheimer, un producteur de spots publicitaires qui emménage quelque temps chez lui après son divorce. En 1976, Don Simpson fait son entrée à la Paramount et se retrouve en moins de 5 ans président de Paramount Productions sous les ordres directs de notre ami Michael Eisner. As Don tells it, he went in to see Eisner and he spent 2 hours in there. And at the end of the meeting, Eisner, hit the intercom with his secretary and said, "Get this guy an office next to me." Son assistant d'alors est un certain Jeffrey Katzenberg, dont il sera pas mal question dans notre seconde partie. En 1982, Simpson est éjecté de son poste à cause de ses problèmes de drogue. Mais la Paramount lui propose un lot de consolation courant à Hollywood, un deal de producteur indépendant avec des bureaux au sein du studio. Simpson décide alors de s'associer avec son vieux copain Jerry Bruckheimer qui vient de coproduire un des derniers hits de la Paramount, American Gigolo. Le premier projet sur lequel il planche est un scénario écrit par un auteur débutant, Flashdance. Avec son budget modeste, son réalisateur à peine trentenaire, ses comédiens inconnus au bataillon et ses allures de fièvre du samedi soir version fille, Flashdance ressemble furieusement au projet rêvé de Michael Eisner. Mais le film est avant tout à l'image de ses deux producteurs. Toute leur conception du cinéma se retrouve déjà dans ce premier essai. Flashdance est en effet un pur high concept. Autrement dit, c'est un film avec une histoire facile à résumer et donc à vendre, une structure limpide en 3 actes, une conclusion heureuse et un message à la portée du premier demeuré venu. Do you understand? You give up your dream, you die. Pour arriver à ce résultat, notre duo n'hésite pas à engager plusieurs scénaristes qui se relaient sur le script, leur record sera de 11 pour Top Gun, et doivent composer avec des mémos de Simpson pouvant parfois atteindre les 60 pages. Les réalisateurs sont également considérés comme de bons petits soldats. Pour être sûr de garder le contrôle créatif du film, Simpson et Bruckheimer font appel à des cinéastes débutants venus du monde de la pub et qui savent avant tout faire de la belle image. Une autre technique consiste à engager un type qui vient tout juste de se faire virer et qui ne va pas trop chercher à ramener sa fraise. I just didn't like the story. I thought it was kind of dumb. I wasn't crazy about it, and I turned it down a couple of times, maybe 3. La légende veut que pour choisir l'actrice principale de Flashdance, Michael Eisner fit montrer les essais de 3 actrices pressenties, dont la débutante Demi Moore, à des chauffeurs de camions de la Paramount. Il leur posa ensuite cette simple question: laquelle de ces filles vous aimeriez le plus baiser? Et c'est donc Jennifer Beals qui hérita du rôle, sans qu'Adrienne Lyne n'ait visiblement son mot à dire sur la question. Dernier point commun à tous les films de nos deux producteurs, le rôle fondamental de la musique. Flashdance aligne ainsi pas moins de 10 chansons inédites, dont 2 deviendront des tubes interplanétaires. I'm a maniac, that's for sure, and I'm dancing like I've never danced before. Diffusées en boucle sur la nouvelle chaîne MTV, elles assurent une publicité gratuite au film et le maintiennent à l'affiche pendant de longues semaines. Tandis que la bande originale s'écoule à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, Flashdance se positionne comme le 3e plus grand succès au box-office de l'année 1983, attirant en salle aussi bien les femmes, séduites par l'aspect conte de fées moderne, que les messieurs qui viennent essentiellement se rincer l'œil. La critique de son côté fait un peu plus la fine bouche. Pauline Kael, la grande prêtresse du New Yorker, assimile ainsi Flashdance à un porno soft ou encore à un narcotique musical hypnotisant. Et d'ailleurs, la cocaïne, que Simpson sniffait avec l'énergie d'un aspirateur, est effectivement la métaphore parfaite pour décrire ses films. Stimulante et euphorisante sur le coup, profondément nocive sur le long terme, et à la pointe de la hype dans les années 80. De la même manière que les Beatles incarnaient l'esprit des 60s, les films du duo Simpson-Bruckheimer synthétisaient assez bien les obsessions de l'Amérique sous Ronald Reagan. La frime, You never close your eyes anymore when I kiss your lips. le culte du corps, les machins qui vont vite, Remember me? et les signes extérieurs de richesse. I can't sit here while I go nowhere. Chase my dreams through the polluted air. Michael Eisner et Don Simpson se sont longuement disputés la paternité du flic de Beverly Hills comme s'il s'agissait du film du siècle.
Le premier prétendait que l'idée lui était venue suite à son arrestation pour excès de vitesse dans les beaux quartiers de Los Angeles. Le second soutenait que cette histoire de flic du ghetto qui vient mettre le zouk chez les bourges traînait dans un coin de sa tête depuis des années. Pour une fois, on serait bien tenté de lui faire confiance. Ce qui est sûr, c'est que le scénario est passé par 37 versions différentes et qu'il fut un moment question d'un film super violent et super sérieux avec Sylvester Stallone. Porté par de nouveaux tubes complètement inécoutables aujourd'hui, le flic de Beverly Hills explosa le score de Flashdance. Il donna ainsi naissance à un nouveau genre, la comédie d'action, qui cartonnera dans les années 80 et 90. Mais le meilleur restait encore à venir. La jeunesse de Top Gun remonte à 1983, quand Jerry Bruckheimer tombe sur un article du magazine California consacré à l'école des pilotes de l'aéronavale de San Diego, et se dit que les F-14 ressemblent vachement aux vaisseaux de Star Wars, dis donc. Top Gun was a magazine article that I saw in California Magazine. I just flipped it on Don's desk. I said, "This is Star Wars on Earth. We should make this." 3 ans et 19 versions du script plus tard, Top Gun ressemble surtout vachement à la quintessence du style Simpson-Bruckheimer. Difficile en 2016 de ne pas trouver limite plus poilant que sa parodie Hot Shots, ce sommet d'homo-érotisme à la musique plus années 80 humeur. Mais en 1986, le film atterrit directement à la première place du box-office américain, raflant l'Oscar de la meilleure chanson et déclenchant à travers tout le pays des milliers de vocations pour le plus grand bonheur de la Navy. Le succès est encore une fois au rendez-vous avec le flic de Beverly Hills 2. Tony Scott succède à Martin Brest et marque sa différence en mettant des filtres absolument partout. En 1988, Don Simpson et Jerry Bruckheimer sont sacrés pour la deuxième fois d'affilée producteurs de l'année par l'Association nationale des propriétaires de salles. À ce stade de leur carrière, ils sont devenus l'alpha et l'oméga d'Hollywood. Et aux yeux de tout le monde, leur association fait des étincelles. Celle-ci pourtant ne coulait pas forcément de source, tant les caractères des deux hommes sont aux antipodes l'un de l'autre. Simpson est flamboyant, instinctif, très attiré par la célébrité et totalement dépourvu de tact. Il est du genre à sortir à une actrice, en l'occurrence la jolie Debra Winger, qu'elle n'est pas assez baisable pour le rôle. Bruckheimer, lui, est tranquille, réservé, scrupuleux, prudent, diplomate et surtout, il ne touche pas à la coke. Mais à l'époque, tout ça n'empêche pas nos deux compères de jouer aux frères siamois. Ils collectionnent les mêmes voitures, font décorer leur maison à l'identique et poussent le vice jusqu'à recruter 2 secrétaires jumelles. Des paradoxes comme celui-ci, il y en a à l'appel dès qu'on se penche sur la carrière de nos deux zigotos, et notamment sur le cas de Don Simpson. Ce dernier était réputé pour sa grande intelligence, sa connaissance encyclopédique du cinéma et son œil d'aigle pour détecter les problèmes de script. Mais il donnera naissance aux films les plus beaufs, simplistes et formatés du cinéma américain. Women. Il se vantait de faire des films pour Pa et Ma dans l'Oklahoma, mais il a fui dès qu'il a pu ses parents bigots et la vie de province pour se complaire dans le luxe le plus tapageur. Go to church 3 times a week, get on your knees on a concrete floor. Thank God for the fact that he didn't kill you that day. Made you feel good about life. I knew they were full of shit, and I wanted to get out of there as fast as I could. Il rejetait violemment le concept de cinéma d'auteur, mais ses productions étaient toutes sans exception des reflets de son paysage intérieur. L'envie de passer à la mise en scène a commencé à le titiller à l'époque de Top Gun. En 1989, quand arrive l'heure de négocier avec la Paramount pour la suite de leur collaboration, il exige une clause stipulant qu'il peut réaliser lui-même n'importe quel projet à l'avenir. Et le studio accepte. Le duo réclame aussi le contrôle total sur le choix des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens et des sujets. La Paramount dit banco. Ils veulent aussi faire des films artistiques, comme, tenez-vous bien, Miss Daisy et son chauffeur. La Paramount leur demande de répéter pour être sûr d'avoir bien compris, et valide. Enfin, ils insistent pour que le studio leur verse 3 millions de dollars par an en frais personnels, ce qui inclut 2 assistants chacun, 2 secrétaires chacun, 2 nouvelles voitures de sport et le financement des travaux pour construire des salles de projection à leur domicile. La Paramount serre les fesses très fort et approuve. Ok. En échange, Simpson et Bruckheimer s'engagent à produire 5 films pour la modique somme de 300 millions de dollars. Le 31 janvier 1990, cet accord sans précédent dans l'histoire du cinéma américain est annoncé à grand renfort de pub, aux frais de la Paramount évidemment, dans les pages du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post. On lui a même trouvé un petit nom en toute modestie, l'Alliance Visionnaire. Malheureusement pour Simpson et Bruckheimer, les glorieuses 80s sont terminées et ils vont se prendre de plein fouet le mur des années 90.
Voilà, c'est tout pour le moment. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la seconde moitié de la carrière des producteurs, dite la période bleue. Il y sera notamment question de petites souris et de grosses bistouquettes. À bientôt!